Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Tailgate, le podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, on va continuer sur la review des différentes divisions NFL. On va aller du côté de l'AFC pour parler de ce qui est probablement la division la plus faible de ce côté de l'AFC, l'AFC Sud, tout simplement. Elle avait vu l'année dernière donc les Titans terminer premier de la division, mais c'est pas par eux qu'on va commencer. On va commencer à parler des Jaguars. Et avec moi pour évoquer ces quatre équipes, Cyril. Salut Cyril. Salut Mika et salut tout le monde. Donc, comme je disais, Cyril, on va commencer par les Jaguars. Les Jaguars qui avaient pas mal de promesses l'année dernière parce qu'ils avaient drafté Trevor Lawrence et on s'attendait à les voir faire une saison un peu mieux que ce qu'on avait connu ces dernières années. Finalement, la saison s'est terminée à 3 victoires, 14 défaites et plutôt une saison décevante avec 8 défaites à l'extérieur en 8 matchs. Cette année, ils ont décidé lors de la pré-saison de mettre vraiment des moyens sur la table pour se renforcer et surtout essayer de combler certains départs, notamment ceux de DJ Shark et de Miles Jack en défense. Donc pour ça, ils ont été chercher côté attaque pas mal de receveurs et des joueurs pour la ligne aussi. Et en défense, ils ont plutôt choisi de passer par la draft pour se renforcer. Est-ce que tu peux nous dire, Cyril, un peu comment tu vois cette équipe, surtout avec tous ces renforts qui sont arrivés? Alors déjà, on peut aussi dire qu'il y a Doug Pederson qui est arrivé avec Ouais. un nouveau coaching staff. Donc pour la première fois depuis les 3-4 dernières années, un entraîneur vraiment expérimenté qui a déjà gagné un titre avec les Eagles. Donc je pense qu'il va ramener du sérieux comparé à Urban Meyer l'année dernière où le vestiaire a complètement, comment dire, vrillé au milieu de la saison et où c'est devenu compliqué de performer du coup dans cette équipe. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu deux grosses pertes, on va dire, Miles Jack et DJ Shark, qui ont été remplacés numériquement, en tout cas, avec trois receveurs qui arrivent, enfin deux receveurs, Christian Kirk, Zay Jones et Evan Engram qui arrivent des Giants pour améliorer cette attaque. Et comme tu l'as dit, il y a cette ligne offensive aussi qui a été renforcée avec Brandon Scherf qui arrive, le guard de Washington. Ouais. Donc, offensivement et sur la free agency, je trouve que c'est hyper intéressant ce qui a été fait. Bon, peut-être pour des prix un peu trop élevés, mais quand tu es une équipe aussi faible sur les deux, trois dernières années que les Jaguars, tu dois le faire, à mon avis, à mon sens. Et défensivement, ouais, comme tu l'as dit, surtout à la draft, avec Devin Lloyd et Trevon Walker, les deux choix du premier tour. Donc, Devin Lloyd, il a été pris. Enfin, ils ont monté un trade pour pouvoir le récupérer à la fin du premier tour, vu qu'il descendait. Il y a aussi des arrivées comme Chad Mouma ou Luke Fortner, le centre. Donc, comment dire, ces jeunes joueurs qui arrivent couplés avec aussi des bonnes arrivées en défense. Il y a le linebacker Foyezade Oluokun, qui était le meilleur plaqueur l'année dernière de la ligue, si je ne m'abuse. Donc, coupler comment dire, cette jeunesse avec des joueurs confirmés, non, franchement, c'est très intéressant. Je trouve que cette intersaison des Jaguars est intéressante. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, justement, tu as déjà parlé de Doug Peterson. Moi, je comptais l'aborder à la fin. Mais pour moi, il y a eu un vrai bon travail qui a été fait du côté des Jaguars. Alors, en attaque, c'est vrai qu'il fallait renforcer cette ligne. Alors, Brandon Scherf, c'est un excellent guard et il va leur amener vraiment de la qualité. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour vraiment améliorer la ligne, mais en tout cas, c'est une vraie bonne recrue. Côté receveur, c'est vrai que bah, ils ont, je vais pas dire tout changé, mais presque. Ils ont été chercher Christian Kirk. Alors, on a parlé des contrats, on a parlé du fait que Christian Kirk, peut-être, il l'avait payé un peu cher. Mais en même temps, c'est vrai que ce que tu as dit est très vrai. Quand tu es une équipe comme les Jaguars qui a aucun historique, il n'y a aucune hype autour de cette franchise, tu es obligé aussi à un moment donné, d'attirer les noms et de payer bah, certaines sommes si tu veux les avoir. Ils ont été chercher Zay Jones aussi des Raiders, qui avait fait plutôt une bonne saison. Il avait fait des bonnes apparitions avec les Raiders l'année dernière, donc c'est aussi intéressant. Surtout qu'il va avoir un rôle plutôt de troisième receveur dans cette attaque. Evan Ingram, pour moi, c'est un peu l'inconnu. Je ne sais pas à quoi on peut s'attendre de sa part. C'est vrai que du côté des Giants, c'était devenu très compliqué depuis quelque temps.
pour le tight end. Donc, à voir. Mais pour moi, la vraie bonne recrue du côté des Jaguars, le vrai joueur qui va renforcer cette attaque, c'est Travis Etienne, qui a été blessé Oui. pour sa première saison, pour sa saison rookie. Il a été absent toute la saison et il sera de retour cette année au poste de running back. Et là, je trouve que c'est hyper intéressant. Premièrement, parce que c'est un excellent joueur. Il est vraiment très agile, très mobile. Et en plus, il a cette connexion avec Trevor Lawrence, puisqu'ils viennent tous les deux de Clemson. Ils ont joué ensemble. Ils ont fait vraiment des malheurs ensemble. Donc, on va vraiment voir cette association, ce qu'elle va donner cette saison. Donc, je pense qu'il y a un vrai bon travail qui a été fait du côté de l'attaque. Est-ce que ce sera suffisant? Ça reste à voir. Parce qu'il faudra aussi derrière que la défense suive. Et c'est vrai que ce choix de Trevon Walker en premier pick de la draft, il a étonné un peu tout le monde parce qu'on voyait Hutchinson, on voyait Thibodeau. Finalement, c'est Walker qui a été préféré. Je pense que c'est un bon choix, malgré tout, de la part de Jacksonville. Walker, c'est un joueur en plus très polyvalent. Il peut jouer à différents postes de linebacker. Il peut jouer sur la ligne, il peut jouer linebacker extérieur. Et il a vraiment ce côté très agressif sur son premier contact avec le lineman. Il est très puissant et il est très grand aussi. Donc c'est vraiment un joueur qui va pouvoir amener ce côté puissance, défense sur le jeu de course parce il a aussi du talent de ce côté-là et c'est vrai que ça va aussi aider Jacksonville à être un peu plus consistant de ce côté-là. Donc je trouve que c'est un bon choix. Ils ont vraiment bien fait d'aller chercher ce joueur. Ils ont pris Devin Lloyd aussi, ce qui est, comme tu l'as dit, et Oluokun pour les linebackers. Ce qui fait qu'en fait, cette ligne de linebacker, elle est quasiment neuve. Je rappelle que Jacksonville joue en 3-4 au niveau de sa formation. Et donc, à part Josh Allen qui était là l'année dernière, pour les trois autres, ce sont trois nouveaux joueurs qui vont former cette ligne de linebacker. Donc, c'est bien, ça va donner une nouvelle dynamique aussi à cette défense. Après, le seul petit doute que j'ai, et c'est là où il va falloir voir ce que Pedersen va faire avec cette équipe, c'est est-ce que cette défense va être assez solide justement pour justement éviter d'encaisser trop de points et que Trevor Lawrence se retrouve tout de suite avec de la pression à devoir à chaque fois courir après le score. Parce que l'année dernière à la course, déjà, alors nombre de points encaissés, c'était 27 points par match, donc c'était énorme. À la course, c'était l'une des plus mauvaises équipes en défense. Et à la passe, c'était aussi pas terrible. C'était 228 yards par rencontre encaissée. Donc j'espère que ce qu'ils ont fait là va permettre en tout cas d'améliorer les choses. Après, est-ce que ce sera suffisant? Je pense que le backfield défensif est un peu fragile. On verra, les premières rencontres nous diront si on avait raison, mais je trouve ce backfield un peu fragile. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril. Bah, je suis assez d'accord. Il y a Darius Williams qui est venu le renforcer, mais à part ça, c'est André Cisco, c'est un bon joueur, je pense, mais enfin, en tout cas, les safety, moi, me font assez peur. Ouais. Je... Les corners, ça peut aller, mais j'ai assez peur pour cette escouade de safety. Puis en plus, les remplaçants, c'est assez catastrophique, je trouve. Mais avec comment dire, une pression, il y aura une grosse pression de la D-line, donc ce qui mâchera un peu le travail des corners, ce qui n'était pas vraiment le cas l'année dernière. Je pense l'arrivée de Trevon Walker va changer pas mal de choses pour cette défense. Qu'il soit, enfin, pour moi, c'est pas un premier choix de draft, mais euh, peu importe, au final, il va changer beaucoup de choses. Déjà, rien que le nombre de sacs, qui était assez cata l'année dernière aussi, 32 sacs, c'était le Mhm. cinquième pire total de la ligue. Donc Tout je à pense fait. que rien que cela va permettre en tout cas aux corners d'avoir plus de temps, d'opportunités de faire des interceptions qui étaient une des faiblesses aussi de la défense l'année dernière. Ouais, je pense que de toute façon, ça va être l'objectif. Cette formation en 3-4, elle est là pour ça aussi, hein, pour aller mettre la pression sur les quarterbacks adverses. Donc c'est vrai que si ça répond pas présent de ce côté-là, ce sera assez compliqué derrière pour justement bah, récupérer le ballon et éviter d'encaisser des points. Donc on verra comment ça va travailler. C'est vrai que je pense que Jacksonville est en tout cas sur un projet à moyen, long terme avec cette équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a encore besoin de se renforcer aussi dans les années à venir. C'est vrai que quand tu regardes leur corps de receveurs,
tu as du mal à te dégager vraiment un receveur numéro un. Oui. Christian Kirk, il est arrivé pour ça, mais c'est un joueur qui était en dessous des milliards de l'année dernière. Donc, il n'a jamais d'ailleurs dépassé les milliards. Donc, c'est vrai que voilà, on a un peu du mal à voir un numéro un aussi dans cette équipe de receveurs. Et ça aussi, ce sera un point à voir parce que je pense qu'ils ont un très bon quarterback. Maintenant, est-ce qu'il aura vraiment les armes pour le montrer? Ça, c'est autre chose. Cyril, comment tu vois leur saison? Est-ce que tu penses qu'on aura le droit à un meilleur bilan que 3 victoires, 14 défaites? Je pense, oui. Je pense qu'ils seront aux alentours de 6, 11, 7, 10. Une D'accord. saison, enfin, une progression, en tout cas nette, je pense, qui augure de bonnes choses pour les 2, 3 prochaines années. Ok, bah écoute, ouais, je pense aussi qu'il y aura une amélioration. Je pense que 5-6 victoires, c'est possible. Je ne sais pas s'ils seront capables d'aller au-delà. Pour le moment, en tout cas, en pré-saison, ils n'ont pas montré grand chose jusqu'à présent. Mais bon, on le sait, c'est quand même pas mal de remplaçants qui jouent. Même si Trevor Lawrence était présent au dernier match, il a pas joué très longtemps. Donc, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose de cette équipe, mais on verra si c'est un peu mieux lorsque la saison va débuter. Ils auront un calendrier qui est assez normal, on va dire. Ils iront à Washington en ouverture et ils recevront Indianapolis ensuite pour le deuxième match. Donc globalement, c'est deux équipes qui pourraient être à portée en tout cas de victoire si tout va bien, si tout est bien géré. Oui, carrément. On va passer à la prochaine équipe qui a terminé donc troisième avec une petite victoire de plus par rapport à Jacksonville. C'est les Texans. Les Texans, alors on pourrait en faire, en discuter pendant des heures des Texans, puisque c'est une équipe qui comptait il y a quelques années Deshaun Watson, DeAndre Hopkins, J.J. Watt. Et suite au passage de Bill O'Brien comme coach de la franchise, il y a eu un certain remaniement. C'est une franchise avec un visage très différent de ce qu'on a pu connaître auparavant. Donc, les Texans ont terminé avec 4 victoires l'année dernière avec un duo de quarterbacks, Davis Mills, Tyrod Taylor, qui se sont relayés. Et pour cette année, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne crois pas que ça augure une très bonne saison pour eux, puisque globalement, c'est une équipe enfin, qui n'a pas trop changé. La confiance a été mise en Davis Mills pour porter le jeu de passe en attaque. Donc Tyrod Taylor, c'est terminé. Maintenant, je vois pas dans cette équipe ce qu'on peut espérer du côté des deux côtés du terrain en fait. Ben, carrément, parce que, enfin, déjà, moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne draft. Ce qui fait que pour l'avenir, notamment défensivement, ils ont créé une base solide avec Jalen Pitré et Derek Stingley. Mais enfin, globalement, ça reste assez faible parce que Davis Mills n'est pas un grand quarterback. Bon, il faut lui laisser du temps, hein. Ça fait qu'un an qu'il est là, mais ça sera jamais quelqu'un qui transcendra son équipe. Et en plus, son corps de receveur est très faible, très très faible, parce que en dehors de Brandon Cooks, le reste, c'est très compliqué, trop compliqué. Nico Collins, mais cette nuit, il a bien performé. Mais bon, contre des vraies défenses NFL, je suis pas sûr que ça soit suffisant. Euh, Au niveau de la ligne offensive, ils ont récupéré Kenyon Green à la draft, qui est un très bon guard en devenir. Donc, à développer. Mais je suis d'accord avec toi, globalement, je vois pas ce qu'on peut vraiment attendre de cette équipe. Il n'y a pas eu de gros changements à la free agency. Donc, à part le développement de ces jeunes, j'attends pas grand-chose des Texans. Ouais, pour moi c'est pareil. Je pense que la vraie question, alors tu parlais justement de l'attaque et de Brandon Cooks. Brandon Cooks en plus il est annoncé sur le départ tous les ans. À chaque fois on entend qu'il va partir, qu'il va rejoindre telle ou telle équipe. Finalement il est toujours là. Et c'est limite enfin c'est leur meilleur joueur je pense sur cette attaque. La question, à mon avis, à laquelle vont devoir répondre les Texans, c'est est-ce que Davis Mills peut être le quarterback de cette équipe? Cette année, il va avoir une saison où il va être le titulaire.
Et il va falloir répondre à cette question parce que potentiellement, ces Texans peuvent se retrouver avec le premier pick de la draft 2023. Et on sait que cette draft sera beaucoup plus fournie au niveau des quarterbacks. Et à mon avis, ça va être vraiment l'enjeu cette année de se dire est-ce que Mills peut être le quarterback de la franchise ou non. Et si ce n'est pas le cas, il faudra passer à autre chose et aller chercher un quarterback à la prochaine draft qui sera beaucoup plus fourni que ce qu'on a eu cette année. Parce que pour le reste, à part effectivement repartir de presque zéro, parce qu'il y a quand même des joueurs, comme tu l'as dit, Derek Stingley qui vient d'arriver, c'est des très bons joueurs et ça va aider pour l'avenir de cette équipe. Mais je pense que c'est vraiment une refonte maintenant qui doit être faite. De toute façon, je dirais que la problématique vient du fait qu'ils ont laissé partir des joueurs comme Hopkins, comme J.J. Watt. Alors J.J. Watt, il était en fin de carrière, mais comme Deshaun Watson. Et les contreparties n'ont pas été non plus exceptionnelles. Donc ça n'a pas donné des contreparties pour pouvoir se reconstruire rapidement ou autre. Donc aujourd'hui, en fait, on repart pas de zéro, mais presque en fait avec cette équipe. Non, carrément. Mais après, est-ce que c'est pas trop tôt déjà pour se séparer de Davis Mills, surtout avec les squads de receveurs qu'il a? Enfin, je veux dire, à part être Tom Brady, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire avec ces receveurs-là. Donc, je Alors sais, ouais, c'est un peu vrai, hein. C'est vrai qu'il a pas une escouade exceptionnelle. Le problème, en fait, c'est, je pense, qu'il va se poser, c'est de se dire, bon, l'année prochaine, il lui restera 2 ans de contrat, si je me trompe pas. oui. Donc, ils auront l'opportunité, parce que je pense qu'ils vont terminer assez loin et qu'ils vont avoir le premier ou le deuxième choix. Ils auront cette opportunité d'aller chercher un quarterback. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Ça, c'est la question. Mais à mon avis, s'ils voient que Mills n'est pas l'homme de la situation, je ne serais pas étonné qu'ils n'hésitent pas à aller chercher un rookie, quitte à le mettre en compétition avec Mills pendant un an. Mais je serais vraiment pas étonné qu'ils fassent ce choix-là à la prochaine draft, en tout cas. Non, après, ouais, c'est clair, vu ce qui arrive, ça serait pas étonnant. C'est ça, en fait. C'est que je pense qu'à un moment, tu te dis, est-ce qu'on passe à côté ou est-ce qu'on va, on va justement chercher un quarterback. Je pense qu'ils n'hésiteront pas longtemps. Après, pour revenir à cette équipe, bah, c'est vrai que l'année dernière, c'était une équipe qui a eu beaucoup de mal à performer des deux côtés du terrain. C'était moins de 17 points par match. C'était la deuxième pire défense en nombre de yards encaissés. Donc, ouais, pas grand-chose à retenir de ça. Alors, c'est sûr que Derek Stingley va forcément améliorer cette équipe et aider à renforcer ce backfield. Et tu le disais aussi, hein, Jalen Pitré en safety va aussi grandement aider. Mais voilà, je pense qu'il y a trop de disparités au niveau de cet effectif. Et ça, à mon avis, c'est ce qui va être problématique pour les Texans. En plus, c'est une équipe qui a encaissé beaucoup de sacs l'année dernière, 44. Donc, à voir comment ça va se dérouler cette année. Moi, je suis pas très optimiste pour eux. Je m'attends pas à ce qu'ils améliorent leur bilan. Je pense qu'on va être sur un bilan qui va ressembler à celui de l'année dernière, c'est-à-dire 3-4 victoires. En plus, ils ont un des calendriers les plus durs de la ligue, avec notamment les Chiefs, Dallas, ils auront Miami, ils auront Philadelphia, ils auront aussi les Chargers. Et ils vont commencer avec les Colts et ensuite les Broncos. Donc, ils ont quand même des grosses équipes à jouer dans ce calendrier. Non, c'est clair. Tu les vois faire mieux ou tu les vois comment pour cette saison? Non, je suis exactement comme toi. Je pense qu'ils seront aux alentours de 3-4 victoires, 4 victoires grand max. Parce que tu l'as dit, les équipes qu'ils affrontent, c'est du solide. Donc, je pense que ça amorcera une reconstruction dans les années, enfin, l'année prochaine ou dans 2 ans. Ouais, 4 victoires au mieux. Ouais, bah ouais, pas mieux. Je pense on sera là-dessus aussi. À mon avis, je les vois finir plutôt dernier de leur division cette fois. Déjà, j'avais trouvé assez fort qu'ils aient terminé troisième devant les Jaguars, mais bon, les Jaguars ont extrêmement déçu. Mais je pense que cette fois, les Jaguars termineront devant eux. Je suis d'accord. Eh ben, écoute, on verra si on avait raison. On va passer à la troisième équipe de cette division AFC Sud avec les Colts qui ont terminé donc l'année dernière avec un bilan positif à 9-8, mais qui ont manqué les playoffs.
et qui ont globalement déçu parce que c'est vrai on les attendait quand même en playoff l'année dernière et ils ont été assez décevants surtout sur la fin de saison. Alors, il y a eu du changement du côté des Colts, c'est particulièrement au poste de quarterback. Je pense que c'est le changement le plus significatif dans l'équipe, puisque Carson Wentz est parti du côté des Commanders et on a recruté Matt Ryan, le vétéran Matt Ryan. On est allé le chercher du côté des Falcons. Alors, Cyril, est-ce que Matt Ryan, ça va suffire pour envoyer cette équipe en playoff cette année? Euh, je pense. De un, parce que la division est, comme on l'a dit au tout début, assez faible. Et de deux, parce que c'est une équipe qui court principalement. Et ajouter quelqu'un de l'expérience de Matt Ryan et du niveau de Matt Ryan, parce que il a beau être vieux, je pense qu'il évolue encore à un très bon niveau. Je pense que c'est vraiment ce qu'il leur fallait. Un pur gestionnaire qui saura, qui saura aider Jonathan Taylor à peut-être un peu moins prendre de répétitions. Non, moi, je trouve ça parfait pour cette équipe, en tout cas pour accrocher les playoffs et peut-être aller un petit peu plus loin. Alors en plus, il faut dire que cette équipe, alors que ce soit Matt Ryan, mais surtout Jonathan Taylor, ils ont quand même l'une des meilleures lignes offensives de la ligue avec Quentin Nelson, Ryan Kelly et Braden Smith notamment. Donc c'est vraiment du très très lourd. Jonathan Taylor, je pense que on n'a plus besoin de le présenter. Il a suffisamment fait parler de lui l'année dernière avec ses 1800 yards, 18 touchdowns. Donc il a été exceptionnel à la course. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est que le recrutement, il a été effectué vraiment du côté de l'expérience, comme tu le disais avec Matt Ryan, mais pas que, parce qu'on est allé Non. chercher aussi Yannick Ngakoue pour renforcer le pass rush. Donc, alors Yannick Ngakoue, il a été aux Raiders notamment. Je ne sais plus s'il n'avait pas fait une autre équipe l'année Et dernière. il était au Jack. Ah non, ah mais non, mais ouais. Il a été à Baltimore aussi précédemment, avant les Raiders, du coup. Mais en tout cas, c'est un joueur expérimenté et qui connaît très bien le job. Et on a aussi fait le choix dans le backfield défensif d'aller chercher Stephen Gilmore pour le poste de cornerback. Alors, Stephen Gilmore, c'est un joueur qui a 31 ans, il a pareil, hein, ultra expérimenté, et il va venir justement renforcer ce secondary qui en avait besoin. Moi, je trouve que c'est intéressant, ce choix de vraiment aller chercher des joueurs d'expérience. C'est vrai que Matt Ryan, tu l'as dit, bah, c'est un vrai gestionnaire et il va arriver dans une équipe où je trouve pas qu'il ait un corps de receveur exceptionnel. Le vrai bon joueur dans cette équipe, c'est Michael Pittman, le receveur. Pour le reste, je sais pas si c'est d'un niveau exceptionnel, mais en tout cas, je pense que ça peut fonctionner avec Matt Ryan. Il aura aussi le rookie Alec Pierce qui arrive de Cincinnati. Donc, pareil, qui va pouvoir donner une solution supplémentaire à Ryan. Et puis après, de toute façon, on va s'en remettre aussi beaucoup à la course avec Jonathan Taylor, avec Naeem Hines, avec Philippe Lindsay aussi qui est arrivé. Donc, du côté de l'attaque, je suis pas trop inquiet. Moi, c'est plus la défense peut-être où je pense il y a vraiment c'est vraiment là que ça va se jouer en fait pour eux. Je sais pas comment toi tu vois les choses pour cette équipe. Bah, comme tu l'as dit, le fait qu'ils aient ajouté de l'expérience comme ça a son avantage parce qu'ils ont de l'expérience. Mais Stéphane Gilmore, par exemple, il sort d'une saison l'année dernière pas très concluante. Donc, il va falloir qu'il revienne à son niveau de 2019. Je crois c'est là qu'il finit Ouais, très grosse saison. Donc, si, sans parler de revenir à ce niveau de 2019, mais si il perce à un niveau convenable, je ne vois pas de problème particulier. En plus, ils sont entourés de gros joueurs, Shaquille Leonard des Forest Buckner. Donc, moi, je suis très confiant sur la défense et aussi l'attaque des Colts. Parce qu'en plus, comme tu l'as dit, ils ont ajouté beaucoup d'expérience, mais même à la draft, je trouve que ça a été intéressant parce qu'ils ont rajouté des joueurs de rotation. Il n'y a pas de grosse star dans cette draft, comme tu l'as dit, Alec Pierce. C'est peut-être le meilleur joueur qu'ils ont drafté, mais oui. c'est des joueurs surtout de rotation parce qu'après, il y a Bernard Rayman qui va aider sur la ligne offensive. Nick Ross, des mecs comme ça, genre Jelani Woods.
c'est des mecs vraiment pour la rotation qui font que même en cas de petits pépins physiques, il y aura des mecs qui pourront performer aussi derrière. Et moi, je pense que cette saison sera très bonne. Pour moi, il y a une chose aussi qui va être importante du côté des Colts cette année, c'est justement le pass rush, c'est la manière dont ils vont réussir à mettre la pression sur les quarterbacks adverses. C'est une équipe qui a produit assez peu de sacs l'année dernière avec 33, et donc l'arrivée d'Ngaku va forcément aider, parce que c'est un joueur qui est un spécialiste du pass rush, et l'année dernière, c'est quand même 10 sacs pour lui. Maintenant, autour de lui, il va falloir aussi que d'autres joueurs montent en puissance. Je pense notamment à Quitty Pie qui avait été drafté, qui a produit que 4 sacs, et on en attendait un peu plus de la part du lineman, parce que c'est vrai qu'il était quand même un choix de premier tour. Et j'attends de voir aussi s'il arrive à monter en puissance, parce que si c'est le cas, c'est vrai qu'avec DeForest Buckner, avec Ngaku, ça va vraiment être une ligne très, très, très solide et qui peut vraiment mettre de la pression sur les QB adverses. Et c'est de ça qu'a besoin aussi le secondary, qui s'est bien comporté l'année dernière sur tout ce qui est turnover. C'est vrai que c'est une équipe qui a produit pas mal d'interceptions notamment. Mais voilà, il va falloir que s'ils peuvent être aidés par le pass rush, ce sera forcément encore mieux. Du côté du calendrier, cette saison, les Colts sont le troisième calendrier le plus facile de la saison. Ils vont d'ailleurs démarrer avec deux matchs plus que faciles, puisqu'ils vont aller à Houston et à Jacksonville. Donc, c'est deux rivaux de division et qui sont quand même des équipes plutôt faibles l'année dernière. Et même si après, effectivement, ils auront Kansas City, mais globalement, ils ont un calendrier qui est plutôt très favorable. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils s'en sortent. Cyril, est-ce que cette équipe peut aller titiller les Tennessee pour la première place de la division? Je pense qu'elle peut et qu'elle va les détitiller. Je sais pas. Enfin, euh, probablement que Tennessee finira devant eux, mais je pense que ça sera très serré, que leurs confrontations seront très serrées. C'est pour ça que moi, j'ai mis les Colts en 11-6, je pense. Ouais, Euh, je pense que c'est pas mal. Voire, ouais, 11-6, 12 grand max si vraiment tout clique, si Stephen Gilmore retrouve un gros niveau, que comme tu l'as dit, Quitty Pay arrive à se développer, etc. Parce que ça ne dépendra pas que de eux deux, mais 11-6 et je pense que ça ira vraiment titiller les Titans. Bah écoute, on va voir. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura un bilan à plus de 10 victoires. Donc je suis assez confiant aussi pour eux cette année. Pour moi, la question, c'est vraiment est-ce que comment Matt Ryan va aussi s'intégrer dans cette attaque. Donc ça va être en tout cas intéressant à découvrir. On va passer à la dernière équipe, les champions de division l'année dernière, les Tennessee Titans, qui ont terminé avec 12 victoires et 5 défaites. Les Titans, ils ont fait plutôt une saison régulière intéressante, surtout qu'ils avaient perdu Derek Henry au milieu de la saison et qui a été absent alors il faisait des chiffres hallucinants à la course l'année dernière. Et ils ont quand même réussi à terminer en tête de la division. Maintenant, cette année, ils reviennent avec une équipe un peu remaniée, très clairement, surtout au niveau de l'attaque, il y a des nouveaux visages qui ont été ajoutés. Côté défense, on est plutôt sur une équipe assez stable du côté des Titans. Maintenant, Cyril, est-ce que tu penses que ce qui a été fait, les choix qui ont été pris, notamment de laisser partir Julio Jones, de faire venir Robert Woods, on a été chercher aussi Treylon Burks du côté de la draft, est-ce que tu penses que tout ça, ça va être payant pour Tennessee? Euh, Moi, personnellement, j'ai assez de mal avec ces choix parce que même si Traylon Burks sera probablement un très bon receveur de NFL, l'année prochaine, en tout cas, ça ne sera pas au niveau ni d'J. Brown, ni même de Julio Jones, qui pourtant l'année dernière a été décevant. Mais je vois d'un très bon œil l'arrivée de Austin Hooper, Ouais. qui va donner une cible sûre à Ryan Tannehill. Mais je sais pas, je suis assez déçu de ce qui a été, de ce qui s'est passé, pardon, en attaque. Ils ont aussi perdu deux bons guards, Roger Saffold et David Kessenberry. Ils n'ont pas réellement été remplacés. Donc, je sais pas, je suis
je reste sur ma fin sur cette attaque. Il y a aussi Kyle Phillips, le slot de Tout à UCLA qui fait. arrive, qui va, je pense, qui va très bien performer, qui va être important, euh, qui va faire une bonne saison, je pense. Mais en dehors de ça, cette attaque, moi, je sais pas. Et puis, au milieu de tout ça, il faut que Ryan Tannehill arrive à performer à un bon niveau, parce que derrière lui, il y aura Malik Willis qui va toquer à la porte. Je pense qu'il pourra amener en plus de la variété dans le jeu. Il pourra courir, même si, comment dire, il est moins sûr probablement à la passe que Ryan Tannehill, c'est parce que sûr même, mais il pourra apporter de la diversité avec ses jambes, peut-être pour permettre à Derek Henry de se reposer un peu plus. Donc je sais pas, je suis assez déçu de ce qui s'est passé en attaque. Ouais, alors moi je trouve que de toute façon il fallait faire quelque chose. C'est vrai que l'année dernière le jeu de passe en plus après la blessure de Derek Henry, on a vraiment vu les limites de ce jeu-là avec Ryan Tannehill et avec les receveurs qui étaient là. Pour moi, il y a plusieurs questions auxquelles il va falloir répondre du côté de Tennessee cette année. Premièrement, c'est qui va être capable d'être un receveur numéro un? Parce qu'aujourd'hui, dans cet effectif, alors, on a parlé de Austin Hooper, mais Austin Hooper, l'année dernière, c'est moins de 400 yards. On a aussi un Robert Woods qui est arrivé, qui revient de blessure. Il était du côté des Rams. C'est moins de 600 yards en réception. Donc, t'as pas vraiment un joueur qui se dégage comme un numéro un. On verra Treylon Burks. C'est vrai que Treylon Burks, alors c'est un rookie. Il sort d'une très grosse saison à Arkansas à 1100 yards et 11 touchdowns. Donc c'est vrai qu'il a montré en tout cas qu'il avait du talent. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de s'imposer comme un numéro un? Ça va être la question. Et pour moi, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, comme tu l'as dit, c'est est-ce que Ryan Tannehill a le niveau pour un peu porter cette attaque et la faire grandir? Ça, c'est une question à laquelle il va falloir répondre du côté de Tennessee. Parce que effectivement, ils ont été draftés Malik Willis, qui est d'ailleurs tombé assez bas dans cette draft. C'était même un peu étonnant de le voir sortir qu'au troisième tour. Il a montré en tout cas en pré-saison il avait certaines choses, certaines qualités intéressantes pour une équipe NFL. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, tu as un Hill à qui il reste 2 ans de contrat, des années en plus à 37 et 38 millions de dollars, donc c'est pas rien. Et donc, est-ce que c'est pas un peu sa dernière chance cette année de montrer qu'il est capable d'être encore un quarterback, un leader et capable d'emmener cette équipe en playoff? Moi, j'ai un peu cette sensation-là et j'attends de voir comment va se dérouler la saison. Mais il faudrait pas qu'il se blesse et que Willis ait la place de titulaire pour montrer justement qu'il est capable de faire mieux. À mon avis, Willis a très faim. Il a montré en pré-saison il est bon. Et je pense qu'il a un profil assez intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment les deux questions. C'est est-ce que Tannehill peut le faire? Et qui sera le receveur numéro un qui peut avoir en tout cas la carrure d'un receveur numéro un dans cette équipe? Après, côté course, bon, on le sait, il n'y a pas de suspense d'Eric Henry. S'il revient à son niveau, ça va être encore un monstre du côté de la course. Il va être vraiment, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, ça c'est sûr. Ensuite, il n'a pas vraiment de backup Ah, derrière lui, c'est quand même assez léger. C'est peut-être un peu ah, le je suis pas seul d'accord. reproche. Alors, tu vas parler Haskins, c'est ça? Ah ouais, carrément. J'aime trop. Ouais, Je pense vraiment qu'il va devenir un bon backup. ouais, Enfin, je sais pas. J'attends de voir vraiment ce qu'il peut produire en tant que backup. Parce que il y a une chose qui est claire, il va avoir pas beaucoup moins de snaps que ce qu'il a connu quand il était en université à Michigan. Donc, faut voir comment. C'est pas facile d'être dans ce rôle de backup running back, surtout quand on te donne quelques snaps dans la rencontre. Mais il sort d'une très grosse saison, hein. C'est un joueur sort d'une saison à 1300 yards, 20 touchdowns, hein. Donc, il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Et ensuite, du côté de la défense, alors on n'en a pas encore parlé. Pour moi, il y a des joueurs très intéressants dans cette défense. Je pense notamment à Harold Landry. Je pense à Jeffrey Simons, à Kevin Bayard, le safety. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu alors, il y a quand même une identité défensive hein, du côté de Tennessee. C'est assez historique.
Maintenant, je ne sais pas si ça va être suffisant pour vraiment. Alors, pour sortir de cette division, probablement. Mais pour être un vrai concurrent dans la l'AFC, je crois pas, en fait. Et je pense que il y a trop d'équipes. La l'AFC est devenue trop compétitive, en fait, pour que les Titans puissent rivaliser avec l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, je suis assez d'accord, même si mon avis est un peu moins tranché, parce que l'année dernière, c'était une très bonne défense, qu'ils ont perdu quasiment personne, Oui. récupéré personne. Donc je pense que enfin, il y aura une continuité dans quelque chose qui était déjà bon, déjà performant. Donc moi, personnellement, je pense que cette défense peut, ben, en tout cas, comme tu l'as dit, elle permettra de sortir de la division. Mais même pour la suite, parce qu'il y a cette continuité que les joueurs se connaissent tous et qui pourront donc se développer ensemble. Et derrière des mecs, comme tu as dit, comme Kevin Bayard ou Jeffrey Simons, je pense que ça peut faire le taf. Ça sera pas, je suis d'accord, comment dire, une des 2, 3, 4 meilleures défenses de la ligue, mais ça sera une défense correcte, même en playoff, à mon sens. Alors, l'année dernière, en plus, c'est une défense qui a encaissé très peu de points. C'était 21 points, moins de 21 points par match. C'était une des meilleures défenses d'ailleurs sur le nombre de points encaissés et en défense contre la course. Le gros problème de cette équipe, c'est le nombre de yards encaissés à la passe. Ils ont l'une des plus mauvaises, des 10 plus mauvaises défenses sur les yards encaissés à la passe. Alors certes, ça prend pas forcément de points derrière, mais ça reste un problème et en particulier avec les quarterbacks qu'il y a maintenant dans cette AFC. Je pense que ça, il faut vraiment qu'ils y remédient s'ils veulent pouvoir performer. Et dernière chose pour terminer, le calendrier. Les Titans ont un calendrier qui sera quand même pas si facile que ça, puisqu'en dehors de leur division, ils vont avoir des matchs assez compliqués. Ils vont avoir Buffalo, ils vont avoir les Raiders, ils vont avoir les Chiefs aussi, ils vont avoir les Broncos, Green Bay, les Bengals, ils vont avoir les Eagles, les Chargers et Dallas. Donc ça fait quand même des très grosses équipes en dehors de la division. C'est sûr que dans la division, ils vont jouer deux fois Houston, deux fois Jacksonville, donc ça va. Mais dès que tu sors de la division, il y a des matchs quand même très difficiles. Et je pense que ce calendrier-là va être quand même assez compliqué à gérer. Ils ont notamment une série en milieu de saison où ils enchaînent Kansas City, Denver, Green Bay, Cincinnati et Philadelphie. Donc ça va être 5 matchs très intense et contre des équipes qui en plus visent les playoffs, voire plus, voire le titre. Donc ça va être un gros morceau de la saison pour eux. Donc à voir comment ça se négocie. C'est vrai que je te rejoins sur la continuité. Il y a une vraie continuité, une vraie logique dans cette équipe, même au niveau du coaching. Mais je les vois quand même un cran peut-être en dessous de l'année dernière. Et très honnêtement, je ne serais pas étonné qu'ils se fassent surprendre, pourquoi pas par les Colts pour le titre de division. Ben, moi, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai mis un. Enfin, à mon sens, ils auront un bilan de 11-6, donc exactement celui que j'ai mis Pour les aux Colts. Colts. Et moi, je mets ma pièce personnellement sur les Colts et les changements qu'ils ont apportés, mais du fait qu'ils aient une division assez faible, ça sera largement suffisant en division. C'est pour la suite, tu as raison. Je ne sais pas si cette attaque et cette défense seront suffisantes pour espérer ne serait-ce que gagner un match en playoff, mais pour la division, ça fera le taf. Mais ça passera derrière les Colts. Pour moi, c'est clair. Si je résume la division, je pense qu'on aura Houston en fond de division. Je pense que Jacksonville fera un petit peu mieux. Et effectivement, ensuite, les Colts et les Titans pour le titre de division vont lutter, à mon avis, jusqu'au bout. Maintenant, c'est clair, sur la conférence, je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a des équipes vraiment trop bien armées. Je pense aux Bills, je pense aux Bengals. Je pense même en particulier dans la FC West, tu as des Chargers qui ont l'air d'arriver. Alors, il faudra sortir déjà de cette AFC West, mais les Chargers sont encore plus renforcés. Et je pense que ce sera très compliqué de sortir de la l'AFC pour aller jusqu'au Super Bowl. Et je vois pas en tout cas une équipe de la l'AFC Sud le faire. Maintenant, on ne sait jamais. On a déjà eu des surprises en NFL. Ce serait pas la première. Mais de mon côté, j'y crois pas. Je crois pas que ni Tennessee ni les Colts puissent le faire du côté de l'AFC. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je dis juste qu'il faut pas en tirer ma traille.
Mais, mais, C'est Jordan qui serait content quand il va t'entendre. mais, mais en dehors de tout ça, ouais, quand je regarde les équipes, ça fait peur, hein. Ça fait très peur, ouais, t'as raison. Les Bills, les Broncos, les Chiefs, les Chargers. Non, enfin, il y a, il y a vraiment Et il faut beaucoup pas, trop et de. il faut pas enterrer les Browns qui du coup vont récupérer Deshaun Watson quasi un peu après la moitié de saison. Donc c'est pas une équipe à enterrer non plus parce que s'ils ont un bilan, on va dire à l'équilibre à ce moment-là, lui il est capable d'apporter ce plus pour terminer la saison en boulet de canon et il faut pas les enterrer non plus pour les playoffs. Ouais, ben, en tout cas, on peut en tirer les Texans. Mais Je crois que les Texans, ouais, je pense que là, on n'aura pas de surprise de ce côté-là. La seule surprise, ce serait la grosse saison de Davis Mills si vraiment il arrive à montrer qu'il est un vrai quarterback pour titulaire de NFL. Donc, on verra en tout cas s'il est capable de nous montrer ça. Merci Cyril pour toutes ces analyses. C'était très intéressant une nouvelle fois. Et on vous remercie tous de nous écouter sur ces podcasts. On continuera jusqu'au début de la saison régulière, donc avec la review de chaque division NFL. En attendant, portez-vous bien et on vous dit merci et à bientôt.